Est-il judicieux d'investir dans des valeurs refuges pendant une crise? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons passer au crible 3 valeurs refuges qui intéressent une immense partie des épargnants, surtout en temps de crise. Aujourd'hui, on évoque de plus en plus cette notion de valeur refuge au vu du contexte très instable de l'économie mondiale actuelle et des millions de personnes à travers le monde qui ont vu la valeur de leur portefeuille d'actions fondre comme neige au soleil. On va donc penser en ces temps incertains à se réfugier sur les valeurs qui ont le moins de chances d'en perdre. C'est-à-dire là qu'une valeur refuge n'est pas quelque chose qui est censé prendre de la valeur pendant la crise, mais va simplement être un moyen de ne pas perdre d'argent, de sauver notre capital et d'attendre que la crise passe. Alors, quelles sont les 3 principales valeurs refuges? En fin de vidéo, je vous en donnerai même une 4e sur laquelle j'ai moi-même personnellement investi. La première de ces valeurs refuges est sans doute la plus connue, c'est le fonds euro d'un contrat d'assurance vie. Exemple, si vous aviez placé il y a 5 ans une somme, par exemple 20 000 euros, sur un contrat d'assurance vie composé à 100% de fonds euros, eh bien aujourd'hui, bien que toutes les bourses du monde aient dévissé sévèrement, vous n'avez absolument pas perdu de capital. La conséquence très probable qu'aura la crise sur le fonds euro sera de ramener possiblement son rendement à zéro, mais entre nous, entre le rendement qu'il avait il y a un an et un rendement à 0%, la différence n'est pas franchement énorme. Alors l'important ici, c'est vraiment de ne pas perdre de capital. Et cela n'aurait pas du tout été la même chose si vous aviez placé cet argent sur, par exemple, des trackers indiciels du CAC 40, lesquels ont dévissé de plus de 20% dès que la crise a commencé. Cependant, attention, ce n'est pas parce qu'on parle de fonds euros comme une valeur refuge que cette valeur est pour autant infaillible. Car bien qu'il soit garanti, ce fonds peut tout à fait avoir un rendement négatif, donc avec une possible perte en capital, avec possiblement l'interdiction de retirer ces fonds. À ce moment-là, vous pourrez remercier M. Sapin qui a fait passer sa loi qui nous empêchera de retirer nos fonds si jamais les États le décident. De plus, ces fonds étant garantis par l'État, que deviendront-ils si l'État faisait faillite, ce qui n'est malheureusement pas un scénario à exclure aujourd'hui. J'ajoute qu'en temps de crise, la tendance générale des épargnants est plutôt à alléger le portefeuille d'actions au profit du fonds euro beaucoup moins volatile. Cependant, il est impératif de prendre en compte le délai de traitement qui peut être de 1 à 3 jours selon les gestionnaires de portefeuille. Car si la valeur de vos dotations boursières s'écroule de 30% pendant la durée du transfert, eh bien, ce n'est plus 10 000 euros que vous pensiez transférer vers votre fonds euro, mais bien 7 000 euros. Vous devez donc faire extrêmement attention avant d'agir. Vous devez impérativement connaître la date de valeur de votre contrat d'assurance et le délai de traitement de votre compagnie. Maintenant que l'on a vu la première des valeurs refuges, passons à la deuxième. C'est une valeur que nous connaissons tous, c'est l'or. L'or est systématiquement la grande star en période de crise car il évolue inversement aux actifs financiers. C'est-à-dire que plus les actifs baissent, plus la valeur de l'or augmente. Regardez un petit peu la flambée du cours de l'or entre 2019 et 2020. Donc juste sur le premier trimestre de l'année en cours, l'or a augmenté de 8,15% depuis le début de l'année 2020 alors que le CAC 40 dans le même temps a dévissé de plus de 20%. Mais attention à ne pas faire de généralité car il y a un contre-exemple. En 2008, alors que la bourse s'est effondrée, la valeur de l'or a baissé également. Cependant, il y a 2 choses qui devraient permettre à l'or de continuer à monter. C'est premièrement la durée d'incertitude économique de la période que nous traversons, ainsi que la persistance des taux d'intérêt réels négatifs actuels. Selon un article paru dans les Échos dernièrement, le cours de l'or devrait augmenter de 20% d'ici la fin 2021. Je vous mets le lien de l'article en description de cette vidéo, dans la partie thème de la vidéo, si celui-ci bien sûr vous intéresse. Donc oui, l'or peut être une valeur refuge, mais elle peut être également très volatile. D'autant plus que détenir de l'or physique ne rapporte absolument rien. Pas de dividendes ni coupons. En fait, seule l'évolution de son cours lui confère de la valeur, laquelle sera débloquée le jour de la revente. Ce qui veut dire qu'investir dans de l'or, c'est investir dans un passif, investir dans quelque chose qui ne rapporte rien. Une des solutions, si cette valeur vous intéresse, serait de vous tourner vers l'or papier via des ETF ou des OPCVM spécialisés dans les métaux précieux. Une troisième façon de vous positionner sur cette valeur serait d'acheter également des titres de mines d'or ou de parts de fonds aurifères. De cette manière, vous investissez dans des produits financiers qui sont en phase avec le cours de ce métal et donc qui subiront ces évolutions aussi bien haussières que baissières. Mon avis sur la question est que investir dans de l'or ne crée pas d'emploi, ne stimule pas l'économie ni l'innovation et aujourd'hui, toutes les applications de l'or, que ce soit dans la technologie ou la médecine, prothèses dentaires ou certains microconducteurs comme on a pu l'utiliser dans le passé, ont été tous remplacés par des substituts bien moins onéreux. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'or comme le diamant a de la valeur parce que l'homme a décidé que ça valait quelque chose sur un fondement
purement culturel. Alors que, en réalité, dans la pratique, l'or ne sert à rien. C'est d'ailleurs l'allégorie du bédouin. Si vous êtes au milieu du désert et que vous êtes à 2 minutes de mourir de déshydratation, bon, eh bien imaginez qu'à ce moment-là, un bédouin arrive avec 1 litre d'eau sur lui à vous échanger contre votre lingot d'or. Bon, eh bien à ce moment-là, vous comprendrez vraiment ce qui est utile ou pas et vous serez capable de lui échanger. Dommage, ce jour-là, vous feriez mieux d'avoir plutôt un billet de 20 € qu'un lingot d'or parce que je pense qu'il ferait quand même le troc. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse et que vous avez Netflix chez vous, je vous recommande vraiment très chaudement un film de la série Bref intitulé La valeur des diamants où vous allez comprendre énormément de choses sur la spéculation des produits rares et inutiles. Maintenant, j'en viens à la troisième valeur refuge, celle que nous préférons tous sur cette chaîne, c'est bien évidemment l'immobilier. Pourtant, il y a depuis quelque temps un long débat pour savoir comment l'immobilier va se comporter durant cette crise. Ceux qui pensent que l'immobilier va baisser avancent les arguments suivants. Premièrement, la crise économique aura pour conséquence l'appauvrissement de la population mondiale, donc mécaniquement une baisse de l'immobilier. Deuxièmement, les faillites à venir vont mettre un grand nombre de biens immobiliers sur le marché alors que la demande ne va pas pour autant augmenter. Troisièmement, les prix de l'immobilier en ville vont baisser au profit des campagnes suite aux périodes de confinement qui seraient amenées à se répéter dans l'avenir. Quatrièmement, ce qui est avancé également, c'est que la hausse des taux de crédit à venir provoqueront également une baisse de la valeur de l'immobilier. En cinquième position, il y a les personnes qui avancent qu'il ne sert plus à rien d'investir dans l'immobilier locatif car les loyers vont baisser en même temps que le prix de l'immobilier. Les personnes qui avancent cela oublient simplement que pour investir, il faut avoir un rendement minimum suffisant. Et un rendement, c'est un ratio entre ce que ça rapporte divisé sur ce que ça coûte. Donc si les deux valeurs, ce que ça rapporte et ce que ça coûte, baissent dans les mêmes proportions, alors les rendements resteront constants. Si c'est ce scénario-là qui se produit, alors oui, il sera donc toujours intéressant d'aller vers l'immobilier locatif, quel que soit le comportement de l'immobilier à l'issue de cette crise. Et en dernière position, on retrouve les plus fatalistes, ceux qui pensent que la pandémie actuelle fera des dizaines, voire des centaines de millions de victimes, inondant le marché d'offres toutes fraîches, ne trouvant pas preneur. Et de l'autre côté, vous avez les personnes qui pensent que l'immobilier va augmenter. Premièrement par le fait qu'il s'agit d'une valeur refuge et que les personnes échaudées par les dernières agitations boursières consacreront une très large part de leur épargne à la pierre qui offre une bien meilleure résilience aux différentes crises, du fait qu'on ne peut pas la vendre en claquant des doigts comme un portefeuille d'actions. Deuxièmement, du côté des personnes qui pensent que l'immobilier prendra de la valeur, eh bien, il y a les gens qui pensent que la crise actuelle apportera de grands changements sur le monde et que les gens choisiront d'investir dans des choses plus utiles comme la culture, l'écologie, les nouvelles technologies, l'innovation ou encore l'habitat. Du côté des gens qui pensent que l'immobilier va prendre de la valeur, il y a également ceux qui savent que les taux de crédit ne vont pas augmenter de manière importante et que l'augmentation de 0,4 à 0,7% annoncée par certaines banques sera indolore d'un point de vue de l'immobilier, d'autant plus que l'OAT 10 ans navigue toujours en territoire négatif depuis le 22 janvier dernier. Donc on a quand même un petit peu de marge et on peut tout de même être tranquille de ce point de vue-là. Quatrièmement, un autre argument est qu'aujourd'hui en France, la demande est toujours supérieure à l'offre, ce qui maintient donc une pression foncière importante. Donc vous voyez, il y a autant d'arguments que de contre-arguments et je ne pense pas que le marché immobilier français soit comparable au marché immobilier d'autres pays comme le Japon, les États-Unis, l'Australie ou encore l'Afrique du Sud, comme j'ai pu lire certaines comparaisons. Pour moi, mais ce n'est que mon avis, la théorie la plus viable est que, quoi qu'il arrive, le marché immobilier va fonctionner forcément au ralenti pendant les semaines et les mois à venir. Ce qui veut dire que les vendeurs pressés de vendre vont l'être encore plus, alors que ceux qui voudraient vendre simplement pour déménager ne vont faire qu'une seule chose, reporter leur projet afin de ne pas perdre d'argent sur la vente de leur maison. Pour ceux qui pensent que les prix vont s'effondrer parce que ces dernières années ont vu une croissance énorme du prix de l'immobilier, je veux juste les informer que sur les 5 dernières années, l'immobilier en France a augmenté en moyenne de 1,1% par an. On est donc très très loin d'une flambée sur le territoire national. En vérité, les flambées dont on fait si souvent allusion ont eu lieu dans des endroits très ponctuels et ne sont donc pas du tout représentatifs du marché immobilier français global. Pour ce qui est des avantages de l'immobilier en tant que valeur refuge, il faut rappeler que l'immobilier est complètement décorrélé des marchés financiers et que c'est avant tout un actif qui répond à un besoin fondamental, celui de se loger. D'accord ? Il n'y a aucun besoin fondamental de posséder des actions, des parts dans un quelconque fonds de placement ou encore de l'or ou du bitcoin. Pour rappel, les 5 besoins fondamentaux de l'humanité sont les suivants. Se loger, se nourrir, s'instruire, se laver et s'habiller.
toutes les sociétés antiques ont pu passer dans l'ère moderne en répondant à ces 5 besoins. En France, par exemple, la Renaissance a été marquée par la création d'écoles, donc de l'instruction de la population. Voilà. Également, l'immobilier offre un côté très rassurant et c'est pour ça que nous l'aimons tant, car même si un jour sa valeur tombe à zéro, il se trouvera tout de même toujours là, debout devant vous. Il ne pourra pas disparaître comme une action dont la valeur pourrait devenir négative et on ne pourra jamais vous le voler comme par exemple un lingot d'or que vous auriez enterré au fin fond du jardin de votre grand-mère. J'aime beaucoup rappeler cette phrase de Franklin Roosevelt: l'immobilier ne peut pas être perdu ou volé, il ne peut pas être emporté. Acheter avec bon sens, payer en totalité et gérer avec raison, il est le placement le plus sûr du monde. Je vous rappelle que Franklin Roosevelt a vécu la Première Guerre mondiale, la crise de 1929, la Seconde Guerre mondiale et également la Grande Dépression qui a fait suite à la crise de 1929. À cela s'ajoute que l'immobilier est la seule valeur pour laquelle on vous prêtera de l'argent, ce qui n'est pas le cas pour l'or, ni pour les portefeuilles d'actions, et que sa valeur ne correspond pas à la hausse ou à la baisse d'un cours coté en bourse, mais correspond bel et bien à l'unicité du bien lui-même. Du moment que vous faites attention d'acheter un bien à la valeur du marché, ou encore mieux, en dessous de la valeur du marché, que vous avez évalué le risque locatif, que vous avez compris et que vous maîtrisez la fiscalité inhérente à l'immobilier, eh bien, le risque réel que vous encourez est vraiment plus que mesuré. Si l'immobilier vous intéresse et que vous souhaitez apprendre à investir avec une méthode pas à pas, cliquez juste en haut à droite pour voir ce que j'ai à vous proposer à ce sujet. Et maintenant, je voudrais vous parler de la 4e valeur refuge, le Bitcoin. Pour moi, le Bitcoin, c'est un peu comme acheter de l'or ou du diamant. C'est un pur produit spéculatif qui ne repose sur rien, si ce n'est sur une croyance. Il s'achète très vite, se revend très vite, ce qui en fait un produit excessivement volatile, mais il ne crée pas d'emploi. Il n'apporte aucune sécurité. On peut même se demander si lorsque l'on achète des bitcoins, on n'investit pas quelque part dans une industrie un peu douteuse. Rappelez-vous que les tout débuts du bitcoin étaient simplement un moyen de paiement sur le dark web pour, pourquoi pas, commercialiser des armes ou des substances illicites. Certes, c'était il y a très longtemps, mais qui vous dit que ça ne continue pas aujourd'hui? Même si apparemment aujourd'hui on est très loin de tout ça et que la fameuse blockchain serait sécurisée, je vous rappelle qu'elle est réputée inviolable, il n'empêche qu'on ne sait pas véritablement ce qu'on achète et lorsque l'on voit les capacités de certains hackers à pirater les systèmes informatiques les plus sécurisés, on ne peut décemment pas être confiant sur ce type d'investissement. Au moins, lorsque vous investissez sur un portefeuille d'actions, vous achetez des parts d'entreprise qui créent de la valeur, qui s'appuient sur de l'ingénierie, sur des méthodes, sur des hommes et des femmes qui travaillent, vous faites avancer la recherche, il y a au moins cet avantage de stimuler l'économie et l'innovation. Avec le Bitcoin, vous ne stimulez absolument rien, d'accord? C'est un marché qui est complètement stérile. Pour vous aider à choisir entre ces 4 valeurs refuges, voici mon dernier conseil et ce sera vraiment le mot de la fin pour cette vidéo. Pour moi, une valeur refuge, c'est avant tout quelque chose que vous comprenez, quelque chose d'utile et quelque chose qui vous succédera. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire de celle-ci et surtout n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!